Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle je vous présente la grande majorité des projets de jeux de société actuellement en cours de financement participatif, que ce soit du côté de chez Kickstarter, GameFound, BackerKit, Ulule ou Quackes. Cette semaine, c'est léger, hein, soyons très honnêtes, disons-le de but en blanc. On n'a pas beaucoup de projets très intéressants cette semaine, du coup ça va aller relativement vite. Et c'est pas plus mal, puisque comme vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, je suis papa, et je suis très occupé du coup, mais plein de bonnes choses bien évidemment. Du coup, sans plus tarder, on va directement aller voir le petit point sur la chaîne, comme chaque semaine, pour voir un petit peu la progression de cette dernière. On a presque atteint les 1230, je comptais à 1228, 1229 abonnés cette semaine, donc on a repris un rythme un peu plus conséquent, ce qui est tout pour nous plaire bien évidemment. Petite note également sur la vidéo de Keystone North America. On a fait une vidéo de présentation, d'expli partie de ce nouveau jeu que nous avons reçu récemment. Très bon jeu, du coup je vous invite encore une fois à aller voir cette vidéo de Keystone. Le jeu est superbe, visuellement parlant, c'est très beau. Le gameplay est plutôt très bon également. Donc évidemment je vous encourage à aller le regarder. Pour l'instant il a bénéficié de à peine 220 vues, donc c'est un petit peu léger. J'espère que vous serez plus nombreux à le visionner une fois cette vidéo vue, une fois ce menu entreaperçu de votre côté de l'écran. Sinon rien de très spécial, donc du coup on va passer directement au sondage de la semaine. Comme vous le savez, chaque semaine j'organise un petit sondage pour élire le projet qui vous semble le plus intéressant pour la semaine à venir, donc la semaine prochaine. Cette semaine, vous le voyez, on n'a pas beaucoup de projets et pas beaucoup de projets vraiment très intéressants. On a même quelques projets qui, honnêtement, sur une semaine un peu plus riche, un peu plus fournie, seraient même peut-être passés à la trappe. Je pense par exemple à Tiny Robot Loves Doctors ou All Terrain par exemple également. J'aurais peut-être pu faire l'impasse. Mais bon, cette semaine, il n'y a pas grand-chose d'autre, donc... Pour ce qui est du classement, d'abord, tout en bas du classement, on a quand même All Terrain qui a quand même reçu une voix. 535 qui est un jeu japonais qui est déjà précédemment sorti, mais qui refait une apparition pour une localisation anglophone. Tiny Robot Love Doctors, ensuite Fishing Lessons qui a reçu assez peu de voix finalement. Je pensais qu'il aurait recueilli plus de voix que ça finalement, parce que c'est un des jeux de Button Shy Games, ce petit éditeur qui fait des jeux vraiment microscopiques mais généralement de bonne qualité, même s'il y a des jeux qui sont un petit peu moins bons. Dungeons of Doria, bon j'ai pas plongé plus que ça dans les règles ni quoi que ce soit, c'est relativement typique en termes de propositions de gameplay et de thématiques. Ensuite Leviathans ou Léviathan dira-t-on en français, qui a reçu quand même 10 voix. Bon, je pense que ceci dit, je le traiterai pas dans les gros projets de la semaine, parce que ça reste un wargame avec des miniatures relativement classiques, et je suis pas du tout connaisseur en la matière, donc j'ai pas envie de passer 10 minutes sur un projet à propos duquel je pourrais finalement dire des conneries, parce que par mes connaissances en fait tout simplement de ce type de jeu là. Ensuite, deux jeux que je vais finalement traiter un peu plus en profondeur cette semaine. Il s'agit de Foundations of Rome qui revient avec une nouvelle extension. Gros jeu par la taille, hein, bien évidemment. Et puis ensuite, un jeu plus, plus concis dans sa taille, plus léger, mais qui a l'air de vous intéresser finalement pas mal. Il s'agit de ATMA ou Atma, je ne sais pas comment on est censé le prononcer, qui reprend un petit peu les traits du RPG, mais dans un format boîte avec des cartes, et dans un format relativement contenu qui plus est. Voilà pour les projets de la semaine, pas grand chose à se mettre sous la dent, soyons tout à fait honnêtes, donc je vise peut-être pour la première fois un menu sous l'heure, sous les 60 minutes. Je sais pas si je réussirai, mais on va essayer. Du coup, c'est parti avec les mentions honorables de la semaine, puis les deux gros projets de la semaine. On commence tout de suite par Fishing Lessons, le nouveau produit de Button Shy Games et de son patron Jason Tagmeyer. Vous avez de plus en plus de jeux de Button Shy Games disponibles en version francophone désormais grâce à Matago avec sa gamme de micro-jeux qui reprennent donc en fait le format tout simplement de l'éditeur d'origine. Et cette fois-ci, c'est un jeu qui nous vient de Scott Almes, donc un peu un des auteurs les plus prolifiques en termes de jeux de société solo. Même si ça peut porter à contradiction, enfin ça peut sembler contradictoire pour certaines personnes qui ne sont pas spécialement amatrices de solo, on va dire. Fishing Lessons est un petit jeu qui vous promet bien évidemment des leçons de pêche, hein, bien évidemment comme le titre l'indique. En fait c'est Papy Leland que vous voyez ici sur la photographie qui est décédé, et en fait les différents membres de sa famille qui vont se rappeler des bons souvenirs de Leland et de ses leçons de pêche en essayant d'aller justement pêcher à la ligne
sur le lac familial, disons, sur le lac ou Leland avec ses habitudes, et chacun des personnages va avoir ses spécificités, ses objectifs, un tout petit peu de degré d'asymétrie, et puis ensuite vous aurez donc différentes cartes de lac avec plus ou moins de poissons, plus ou moins d'actions qui vous permettront d'aller retourner certaines cartes, d'aller remonter certains poissons, et ainsi de suite. Ça a pas l'air vilain, ça a l'air assez sympa. Barton Shy Games c'est généralement pas mal de jeux solo assez sympathiques. Là, c'est leur nouvelle gamme exclusivement solo pour le coup. Hein. Ils ont beaucoup de jeux qui proposent du gameplay solo, mais pas uniquement. Là, pour le coup, c'est la gamme Simply Solo. On avait vu récemment Unsurmountable, donc le jeu d'escalade, d'ascension, enfin d'alpinisme devrais-je plutôt dire, qui était pas mal, mais finalement j'en ai fait 4-5 parties, je l'ai plus ressorti depuis. Enfin, c'est vraiment pas. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, disons. Fishing Lessons a une thématique un peu plus sympatoche. Peut-être que je me laisserai séduire, mais c'est vrai qu'en général, les jeux de Barton Shy Games sur Kickstarter, pour les Européens, en termes de frais de port, etc., c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Après, pour ce qui est des niveaux de pledge, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on aura à 12$ le jeu de base plus une extension, donc Family Friends ici, qui est incluse entre guillemets gratis. Ensuite à 14, une extension supplémentaire intitulée Fabled Fish pour avoir des poissons de légende, on va dire, encore plus de profondeur de gameplay. De profondeur de lac également certainement. Et puis vous avez également toute la collection de Simply Solo, donc avec Food Chain Island, également Ugly Griffin Inn, et puis finalement celui donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, Unsurmountable, tout ça pour 65$, mais vous allez voir pour les frais de port, pour les Européens, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, puisqu'on est à 16$ pour donc 4 jeux, enfin 4 jeux plus extension potentiellement, qu'il faudra rajouter ensuite par la suite via une sorte de pledge manager qui n'est pas vraiment un pledge manager si je me souviens bien, c'est un peu particulier du côté de chez Barton Shy Games. Pour les Canadiens 14$, donc c'est pas beaucoup plus intéressant, et pour nous au Japon 19$, donc c'est vraiment, il faut pas pledger que le jeu de la campagne actuelle, il faut essayer d'en choper dans d'anciens jeux de leur catalogue pour rendre ça un peu plus intéressant et économiquement parlant. En général, comme souvent avec Barton Shy Games, ça fait plutôt de très bons résultats. 1532 contributeurs désormais à 7 jours de la fin de la campagne, ce qui veut dire que comme souvent avec Barton Shy Games, on retrouvera ce jeu dans le suivi du mini crowdfunding dès mercredi prochain, parce que comme d'habitude, ils font des campagnes de 10 jours, donc des campagnes très très courtes. Voilà pour Fishing Lessons, 50 000€ d'engrangés avec 1500 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne. Deuxième campagne de la semaine, il s'agit de Leviathans, The Great War, ou Léviathan, la Grande Guerre. Je ne sais pas s'il sera disponible en français, on pourrait l'espérer parce que dans les factions disponibles, il y a la France. D'ailleurs, on voit ici le drapeau de la France sur ce navire qui va connaître un sort assez tragique, visiblement. Bref, c'est un jeu steampunk de guerre, c'est un wargame steampunk avec des vaisseaux volants qui attire quand même 1075 contributeurs d'ores et déjà. Peut-être aussi en partie parce que c'est un jeu qui existe déjà en fait. Hein. Si je me souviens bien, c'est un jeu qui existe depuis environ 10 ans environ. Et pour lequel ils refont une campagne Kickstarter. Alors est-ce qu'il y a eu des retouches, etc. J'ai pas fouillé plus que ça ma foi. Mais en tout cas, ça a déjà engrangé 260 000€ à 7 jours de la fin de la campagne. On est plutôt sur une belle campagne, ça se passe plutôt bien pour eux. Alors donc, disais-je, c'est un jeu très orienté steampunk avec une sorte d'Uchronie, puisque j'ai l'impression que c'est un peu des guerres façon Deuxième Guerre mondiale, sauf que ça se passe dans les airs, mais avec cette direction artistique très orientée steampunk, donc disons fin 19e, début 20e, plutôt fin 19e d'ailleurs, mais avec un côté un petit peu futuriste en même temps. Avec donc, vous le voyez, hein, ça reprend un petit peu les habituels traits des wargames, donc avec beaucoup d'octogones, si je me souviens, c'est bien ça, hexagone, octogone ? Hexagone, hein, pas octogone, il n'y en a que 6. Donc hexagone, avec donc plein de miniatures très bien réalisées, certes, des vaisseaux qui seront certainement un petit peu asymétriques, qui seront apparemment modifiables, puisque vous voyez ici un feutre qui entoure certaines capacités, j'imagine, que vous pourrez déclencher au fur et à mesure, certainement. Comme vous le voyez, hein, comme vous pouvez le constater assez aisément, j'ai pas fouillé plus que ça ce projet de Catalyst Games, parce que, bon, moi et les wargames, généralement, surtout quand ils ont cette allure très très orientée wargame pour le coup, c'est vraiment pas ma cam a priori. Je dirais pas non à un essai, en fait, je serais pas contre le fait d'essayer un wargame un de ces jours, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'opportunité et ça ne me manque pas pour l'instant, je dois être honnête. Alors ensuite, allons explorer un tout petit peu plus avant cette campagne, avec on voit beaucoup de miniatures, la DA quand même plutôt bien réussie, un peu moderne ceci dit, mais bon, c'est l'aspect peut-être steampunk qui veut ça, mais avec des costumes qui eux par contre font plutôt rétro, c'est assez fun ce mélange.
Euh, Descendons encore un petit peu, beaucoup de drapeaux français dans cette campagne, ok, pourquoi pas. Ensuite, descendons un petit peu pour voir le niveau de pledge. Qu'est-ce qu'on nous propose en termes de niveau de pledge? Là, c'est plutôt les stretch goals, mais là, on passera dessus lorsque ce sera l'heure du suivi du menu crowdfunding d'ici environ 2 semaines. On va plutôt essayer de chercher les niveaux de pledge. Je prends 3 plombes à les trouver. Alors, on a ici les add-ons, ce qui veut dire que j'ai déjà passé le niveau de pledge. On va descendre directement ici, ce sera plus rapide. Alors, ici, on a Airman pour la starter box, plus les short stories, donc les petites nouvelles en version digitale qui pourront certainement être incluses dans le jeu, qui viendront, j'imagine, vous donner des scénarios peut-être. Donc en tout cas 70 € pour le jeu de base avec le pledge Airman. Ensuite on a à 90 $ pledge vétéran avec la Fleet Box. Le livret en comment dire, un format livre couverture dure disons. Ensuite la Starter Box Tokens et également les nouvelles en digital également. Ensuite Ensign pardon, avec la Starter Box à nouveau, plus la Fleet Box. Attention, donc le pledge précédent, il n'y avait pas de starter box apparemment, hein. Donc le jeu d'origine n'était pas dans le pledge vétéran. Le vétéran en fait c'est certainement ce qui a été ajouté depuis la précédente édition du jeu peut-être. En tout cas, c'est ce que je semble comprendre ici, c'est Everything you need if you want to skip the starter box, donc tout ce dont vous avez besoin si vous voulez faire l'impasse sur la starter box. Donc à moins que la starter box ne soit pas nécessaire pour pouvoir jouer au jeu en tant que tel. Je sais pas. Ensuite, Ensign pour 120 $, on l'a déjà dit. 200 $ pour le pledge lieutenant avec 2 exemplaires de la Fleet Box. Ensuite, Sky Merchant, c'est 6 boîtes de base. Commander, là c'est encore une fois des pledges groupés, donc bon, ça devient un peu moins intéressant, c'est plutôt des pledges groupés. Ensuite, vous avez donc les différents add-ons que vous voyez ici, mais on va passer assez rapidement sur tout ça. Le shipping, apparemment, pour l'instant, ils nous disent que, vu la condition du fret international, il était un petit peu difficile de donner des estimations précises des frais de port lorsque la livraison sera en ligne de mire, puisque ce serait prévu pour septembre 2023 en théorie. Donc bon, pour l'instant, c'est vrai que ces derniers mois, la tendance est plutôt à la baisse, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Alors, est-ce que les frais de port vont baisser pour autant? C'est pas garanti. On peut espérer que oui, si les éditeurs sont honnêtes, parce qu'apparemment ça a quand même pas mal baissé ces derniers mois, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. On verra, à suivre. Pour l'instant, ça n'a pas encore vraiment baissé, mais il faut certainement quelques mois pour que ça se répercute. On verra bien. Pour l'instant, en tout cas, eux ne donnent pas d'estimation, parce qu'ils préfèrent attendre justement d'avoir des estimations, enfin, des prix un peu plus précis lorsque la livraison sera proche. Voilà pour ce qui est de Leviathans, The Great War. Désolé de ne pas vous en parler plus en détail alors que vous aviez été nombreux à voter pour ce jeu, mais vraiment les wargames et moi c'est pas trop ça. Et je préfère faire quelque chose de très très court plutôt que de dire des grosses conneries, ce qui ne garantit pas que je n'ai pas dit de conneries entre temps. Bon, on verra bien. 1076 contributeurs à 16 jours de la fin de la campagne et déjà 260 000 € d'engrangés, c'est plutôt un joli succès malgré tout. On continue avec 535, une édition anglophone d'un jeu précédemment sorti au Japon, un jeu japonais de Keiichi Kabuki pour 2 à 6 joueurs. Et comme souvent au Japon, c'est un petit jeu de cartes avec très peu de matériel, ce qui permet de faire des jeux très peu chers à produire et à vendre, même si les prix des jeux sont généralement un petit peu plus élevés ici que chez vous. En tout cas, pour l'instant, cette édition anglophone a attiré 300 contributeurs du côté de chez Portland Games Collective. 11 000 € d'engrangés, c'est financé, il reste 2 semaines et demie pour vous pencher sur son sujet, pas de version francophone ceci dit, donc je le rappelle, un petit jeu avec un design relativement sympa, c'est pas vilain à l'œil, un petit jeu de pli et de gestion de main, assez typique dans son gameplay, rien de très inattendu, c'est un jeu dans lequel vous devrez faire le moins de points possible. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, le reste c'est relativement classique. Pour ce qui est des niveaux de pledge, on a un pledge à 20 $ pour le jeu de base, ensuite on a un pledge avec le jeu de base que vous voyez ici, 535, plus un autre jeu intitulé Bridge City Poker, qui doit être certainement l'autre jeu de Portland Game Collective sur Kickstarter, j'imagine en tout cas. Donc le tout pour 35 $, j'ai plus, 40 $? 40 $ apparemment. Ensuite, les frais de port, rapidement, les voici. Alors pour le Canada, 12, 13, pour le pledge de 535, enfin 535, ou le pledge 535 plus l'autre jeu que j'ai mentionné tout à l'heure. Bon, ça ne fait que 1 $ de différence, donc c'est vrai que ça peut être relativement intéressant, si tant est que l'on s'intéresse quand même au deuxième jeu mentionné.
plus ensuite 4$ de plus pour chaque copie que vous allez ajouter pour faire une sorte de pledge groupé qui rendra les frais de port un peu plus intéressants. Ensuite, pour la France, 15 ou 16$, plus 4$ la copie additionnelle. Pour le Japon, 15, 16, 4, mais à la limite, nous, on peut déjà mettre la main dessus sans avoir à payer des frais de port, bien évidemment, parce qu'il se trouve déjà en boutique. Et ma foi, c'est à peu près tout pour 535-353, mais malheureusement pas de version française pour l'instant. Pour les amateurs de plis, ceci dit, ça peut être relativement intéressant, et comme vous en doutez, pas de texte sur les cartes, donc à moins que vous soyez vraiment en froid avec la langue de Shakespeare, et que vous ne puissiez pas lire le livret de règles, ça devrait pouvoir se jouer malgré tout. Alors cette semaine, dans le sondage de la semaine, il y avait 3 jeux que je n'avais pas vu venir et qui ne se trouvaient donc pas dans le sondage de la semaine, et c'est bien dommage parce que je pense que Halls of Hegra aurait peut-être pu atteindre une jolie position dans le classement de la semaine. C'est un jeu uniquement solo, comme vous pouvez le voir ici, un joueur, pour des parties de 70 à 90 minutes, relativement long pour un jeu solo, certes, qui a déjà attiré 588 contributeurs à 19 jours de la fin de la campagne et plus de 22 000 € d'engrangés. Donc le projet est financé. C'est un projet qui nous vient de Norvège et de Peter Schanke Olsen. Alors comment s'appelle sa boîte d'édition? Tempet Games apparemment. Jamais entendu parler, on va quand même par curiosité aller voir les 4 précédents projets de l'éditeur. Alors on avait Kill the King avec une jolie illustration sur la boîte qui avait fait 317 contributeurs, c'était assez léger. Ensuite, Donning the Purple avec une direction artistique relativement similaire, 768 contributeurs, plus Donning the Purple, plus une extension Votes in Virtue, avec encore une fois plus de contributeurs que la fois précédente. Et cette fois, donc Halls of Hegra, donc on voit que depuis les 3 premières campagnes, ça augmente à chaque fois, 300, 700, 1000. Est-ce qu'on fera encore mieux avec Halls of Hegra? J'ai l'impression qu'on est plutôt bien parti pour. Donc peut-être un éditeur à suivre, un jeune éditeur norvégien. On n'en voit pas souvent. On voit parfois des Suédois, mais pas tellement des Norvégiens. Et donc, pour ce jeu solo de 70 à 90 minutes, donc, eh bien, vous êtes dans une forteresse abandonnée norvégienne avec un groupe de volontaires en infériorité numérique large, mais qui vont quand même essayer de se défendre face aux envahisseurs allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, la thématique me parle pas mal, je suis assez friand. Ça a l'air d'être assez joliment illustré là encore, comme souvent avec eux visiblement, et j'aime beaucoup la thématique, mais ça je l'ai déjà dit. Alors, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner en termes de présence sur la table. C'est un vrai beau plateau, c'est pas un petit jeu parce que c'est solo, donc ça se met dans une petite boîte rikiki. Non, c'est relativement une grosse boîte, enfin une boîte relativement classique en termes de taille, va-t-on dire, avec un joli petit plateau, relativement sobre, mais plutôt efficace, j'ai l'impression, plutôt lisible. Et on va donc aller bien placer nos forces en présence sur le plateau, envoyer différentes unités pour nous défendre, nous et notre forteresse, face à l'envahisseur nazi avec les canons que l'on voit ici également, que l'on devra certainement essayer de détruire là aussi. En termes de gameplay, on va avoir donc une phase d'événement dans laquelle les ennemis vont progresser vers vous pour essayer de vous attaquer et prendre possession des lieux. Ensuite, une phase de matinée dans laquelle eh bien, vous aurez des ressources qui vous seront en gros distribuées et vous devrez répartir vos différentes forces dans la bataille pour pouvoir vous défendre le mieux que vous ne le pourrez. Et puis ensuite une phase de jour où chaque action va être résolue dans un ordre chronologique, un ordre numérique apparemment, peut-être grâce au numéro que l'on voit ici, j'ai l'impression. Et ensuite une phase de morale à la fin de la journée pour que vous puissiez donc checker, vérifier l'état du moral de vos troupes et voir si vous devrez potentiellement vous rendre, abandonner la partie ou continuer au jour suivant pour vous défendre encore un jour de plus. Donc voilà, vraiment la thématique est vraiment très sympa. J'ai pas lu les règles en détail, mais ça a l'air d'être plutôt accessible en termes de règles, c'est pas l'air d'être très compliqué. Vous pouvez d'ores et déjà le tester sur Tabletop Simulator, ceci dit en anglais. Pas de version française pour l'instant, mais ça pourrait venir, allez savoir. C'est un jeu que je vois typiquement chez des éditeurs comme Boom Boom Games par exemple. Je pense que ça pourrait trouver son chemin chez ce genre d'éditeur là. On verra, peut-être que David nous écoute, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est un jeu relativement joli. Je pense que ça pourrait faire son chemin en boutique malgré tout, même si ce n'est pas ici l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en France ou dans des pays vraiment voisins auxquels on est plus souvent confronté. Mais là, ça se passe un peu en Scandinavie, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est pas forcément pour nous déplaire, c'est relativement original de ce point de vue-là.
Alors, les niveaux de pledge et les frais de port rapidement, où sont-ils? J'ai pas vu le niveau de pledge, ah c'est ici. Alors, on a un print and play pour ceux qui voudraient éventuellement tester le jeu sans avoir à dépenser 49 $, à savoir le pledge de base avec la boîte, hein, évidemment. C'est possible donc pour 6 $. La boîte de base, elle, en version physique, vous coûtera donc 49 $, comme je l'ai mentionné précédemment, plus tous les stretch goals bien évidemment. Il y aura une édition en espagnol par Salt and Pepper qui avait fait, si je me souviens bien, Resist, le jeu sur la résistance dans l'Espagne franquiste, si je me souviens bien. Donc encore une fois dans une thématique un peu similaire du coup, mais pas encore de version française. J'espère que ça verra le jour prochainement. Pour ce qui est du shipping, dans l'Union Européenne, on est sur du 12 €. Bon, ça reste relativement raisonnable. Pour le Canada, 18 $. Et pour le reste du monde, donc le Japon est compris, 30 $, c'est un petit peu chéro malgré tout. Ce qui est amusant, c'est que c'est potentiellement moins cher en Espagne qu'en Norvège. C'est peut-être grâce à justement à la localisation par Salt and Pepper qui fait qu'ils recevront peut-être dans leurs locaux directement et pourront vendre ça beaucoup moins cher, j'imagine en tout cas. Voilà pour ce qui est de Halls of Hegra. Sachez ceci dit que la TVA bien entendu sera collectée dans le Pledge Manager, donc une petite dépense supplémentaire dans le Pledge Manager, n'oubliez pas. Voilà pour Halls of Hegra, c'est peut-être le projet qui m'intéresse le plus cette semaine. De là à aller le baquer, je ne sais pas, peut-être pas quand même, mais j'aimerais bien le tester un jour, même si c'est un jeu solo qui est un petit peu long et j'ai peut-être une légère préférence pour les jeux solo un petit peu plus courts, mais bon, je suis pas contre le fait d'essayer. On verra bien ce que ça donne. Halls of Hegra en tout cas pour l'instant, près de 600 contributeurs. Il reste 2 semaines et demie pour vous pencher dessus et croiser les doigts pour une version francophone peut-être. L'originalité est un petit peu aux abonnés absents avec Dungeons of Doria. On est sur un jeu coopératif un petit peu roguelike avec du dungeon crawler, donc on va explorer des donjons, on va tabasser des monstres dans tous les sens, le tout en coopération. Avec un design, une direction artistique, bon, encore une fois relativement classique, on reprend vraiment les phénotypes habituels, les stéréotypes même carrément habituels du genre. Bon, c'est pas plus mal réalisé que d'autres, j'ai l'impression, c'est pas spécialement vilain non plus, mais c'est pas non plus très joli pour être tout à fait honnête. Et au moins pour une fois, ça déborde pas de plastique, ce sont essentiellement des standees. Il y en a qui préfèrent. J'ai rien contre, mais c'est vrai que quitte à faire des standees, autant faire des standees un petit peu plus classe que ça, si possible en acrylique, mais là je vais peut-être un petit peu loin. Quoi qu'il en soit, pour Dungeons of Doria, pour les amateurs de roguelite et de dungeon crawler, ça pourrait éventuellement faire l'affaire. Ça peut aussi se tester sur Tabletop Simulator ou sur Tabletopia par exemple. Et certainement, comme il n'y a pas de miniature, c'est moins cher bien évidemment que les dungeon crawlers habituels qui débordent de plastique. C'est plutôt le bon côté de la chose. On voit aussi que la direction artistique est pas vilaine, sans être non plus époustouflante. Par contre, attention, pas de version francophone, c'est un petit peu gênant parce que vous le voyez, on a quand même beaucoup de texte. Après, j'imagine que ce sont des mots-clés, une fois qu'on les a compris, c'est un peu toujours la même chose. Donc, les niveaux de pledge, où étaient-ils? On va essayer de les trouver assez rapidement pour vous dire quand même combien ça coûte malgré tout. Ça coûte 69 €. Donc, en plus de ça, c'est pas spécialement donné, mine de rien. Puisqu'on a vu que c'était pas des miniatures mais des standees, et pour le coup, 69 €, c'est pas si peu cher que ça finalement. Mais bon, 299 € pour un pledge avec le prototype. Bon là c'est vraiment un pledge mécénat, ça sert pas à grand chose, mais bon, vous encouragez et vous soutenez financièrement les créateurs. Ensuite en add-on, on peut aller aussi télécharger des campagnes digitales pour 10 € de plus par exemple. Ensuite, on peut avoir aussi son nom dans les crédits du jeu pour 5 €. Ça fait un petit peu cher la mention de son nom, mais bon, si on est fan après tout, hein, pourquoi pas. Et voilà, on va passer directement donc maintenant sur les frais de port. Si je peux les trouver, les voici. Alors, les frais de port, attention, la TVA sera ajoutée certainement dans le Pledge Manager, oui, c'est bien ça. Pour ce qui est des frais de port, la France, 18 €. Le reste de l'Union Européenne, 22 €. Je ne sais pas si la Suisse est théoriquement comprise dans le Rest of EU, ça devrait pas l'être, mais je ne vois pas de mention faite pour le reste de la planète, donc... Ah si, c'était ici, ouais, Switzerland, 38 €, ok, bon ça fait un petit peu cher les frais de port. Pour nos amis canadiens, 36 €, 37 $, c'est assez cher aussi. Et pour nous au Japon, 30 €, c'est quand même très très cher, ça fait un jeu finalement à 100 € pour un jeu qui présente pas spécialement très bien visuellement parlant. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Dungeons of Doria, pas spécialement original,
assez cher finalement pour ce que ça propose. Je pense qu'on sera nombreux à faire l'impasse et d'ailleurs ça se retranscrit un petit peu ici dans le nombre de backers et l'absence de financement pour l'instant, puisqu'on est à peu près à la moitié du seuil de financement seulement. On continue avec Guns or Treasure, un autre jeu à côté duquel j'étais passé et donc vous ne l'aviez pas vu dans le sondage de la semaine, mais en même temps c'est un tout petit jeu qui nous vient de Castillo Games, dont c'est le deuxième projet sur Kickstarter, et pour cause, le premier avait fait une apparition plutôt, comment dirais-je, assez passé inaperçu au début sur Kickstarter. Il commence à faire son trou petit à petit. Il s'agissait de Rescuing Robin Hood, qui pour l'instant n'a pas encore de version francophone. Ça pourrait venir dans les mois ou années à venir, à voir. Mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas il a bénéficié d'un plutôt bon retour de la part de certains reviewers, y compris la Dice Tower, donc la chaîne YouTube la plus célèbre pour ce qui est des jeux de société, et donc ils lui ont mis un Seal of Excellence, si je me souviens, donc une sorte de tampon d'approbation on va dire du jeu, donc ça devrait pouvoir commencer à faire son trou petit à petit, parce que sinon le jeu avait fait un score relativement modeste avec 440 contributeurs. Et donc c'est la même équipe qui est derrière Guns or Treasure, un petit jeu relativement rapide de bluff et de take that en compétitif avec un format très compact comme vous le voyez ici. Ça se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties de 15 minutes environ et c'est très familial puisque c'est pour 8 ans et plus. Alors, vous voyez ici la direction artistique, toujours aussi jolie, c'est assez charmant, c'est pas non plus extraordinairement beau, mais ça reste dans cette thématique que je trouve assez appropriée et plutôt jolie. Voilà, le Seal of Excellence que je mentionnais tout à l'heure pour Rescuing Robin Hood, d'ailleurs c'est la même patte graphique, très clairement. Est-ce que ce sera la même qualité? On verra bien, mais a priori c'est un jeu relativement facile à apprendre, facile à sortir et à jouer, y compris avec des joueurs qui sont un petit peu néophytes, disons, dans le monde du jeu de société. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés éventuellement par les jeux un petit peu familiaux, limite jeux d'ambiance avec beaucoup de take that et de bluff, ça pourrait éventuellement vous intéresser. Pas encore de version française pour l'instant, mais ça pourrait venir à terme, on verra bien. En tout cas, d'ici la fin de la campagne, on verra dans le suivi du menu crowdfunding si jamais ça arrive. Pour ce qui est du pledge, on a ici aussi, je crois, une extension qui sera disponible également, Parrots and Monkeys. Et donc pour les niveaux de pledge, c'est donc ici que ça se passe, avec donc Cabin Boy, donc le pledge de base à 20$ pour le jeu seulement. Ensuite, la petite extension que j'ai mentionnée tout à l'heure, Parrots and Monkeys, ajoutée pour 10$ de plus, donc 30$ pour le pledge First Mate. Ensuite, on a un pledge Captain qui introduit donc le jeu plus son extension ainsi que leur jeu précédent, à savoir donc Rescuing Robin Hood que j'ai mentionné tout à l'heure. Le tout pour 65$, ce qui vous permet une petite ristourne de 10$ apparemment. Mais bon, après on n'est pas dupe, il faut rajouter quand même les frais de port par-dessus, potentiellement la TVA. Donc bon, c'est pas non plus vraiment une vraie belle économie, mais bon, c'est un petit geste de leur part. Et ensuite là, on est plutôt sur du pledge groupé ou même peut-être des pledges pour les boutiques par exemple. Mais je vous intéresse à aller vous renseigner sur Rescuing Robin Hood si vous n'êtes pas trop allergique à l'anglais. Les vidéos de retour sur le jeu sont plutôt très positives. Et il se pourrait que le jeu voit le jour à un certain moment donné sur vos boutiques en France également. Voilà, pour ce qui est des shipping maintenant, dans la zone Union Européenne, c'est assez bizarrement dit, pour la France et la Belgique par exemple, on est sur du 8$ ou du 12$ en fonction du pledge que vous allez choisir. Les pledges sont mentionnés à nouveau ici, Cabin Boy et First Mate, donc le jeu ou le jeu plus extension, ou Captain et Fleet Admiral, donc le jeu plus son extension, plus le jeu précédent par exemple. Ensuite, pour nos amis canadiens, c'est 10 ou 18. Pour les Suisses, où sont nos Suisses? Je ne les trouve pas. Non, ils sont peut-être pas écrits tout simplement en fait. On va pas passer trop de temps dessus. Nos amis luxembourgeois, éventuellement, s'il y a des luxembourgeois qui suivent la chaîne, 12 à 20$. Et pour nous qui sommes au Japon, 10 à 18$. Ok, c'est pas plus mal, ça a l'air d'être relativement peu cher, c'est relativement abordable. C'est peut-être pas vraiment un jeu pour nous ici dans notre groupe. Par contre, je suis un peu plus intéressé par Rescuing Robin Hood, qui a l'air d'être assez facile à sortir et qui a l'air d'être assez sympa. Voilà, c'est à peu près tout pour Guns or Treasure, le nouveau jeu de Castillo Games, qui pour l'instant, vous le voyez, n'est pas encore financé. Ça devrait pouvoir se faire, on est près au 4/5e du seuil de financement, mais c'est vrai qu'on va pas faire péter les compteurs non plus, pour être tout à fait honnête. Ceci dit, il reste près d'un mois pour vous y intéresser. Avec un titre pareil, j'aurais bien aimé pouvoir dire que le jeu fait parler la poudre, mais non.
Clairement, 78 contributeurs seulement se sont meutés sur ce jeu Tiny Robot Love Doctors. Se sont meutés, ça veut pas dire grand chose, se sont rameutés, se sont réunis autour de ce projet Tiny Robot Love Doctors, avec un titre un peu chiant à prononcer pour être tout à fait honnête, sans R. 3736 € d'engrangés pour l'instant à 27 jours de la fin de la campagne. Bon, parti comme c'est parti, ça devrait pas financer, du coup on va pas non plus s'attarder plus que ça sur ce jeu qui nous vient de 8 Ways Game, premier projet sur Kickstarter. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sera pas une grosse réussite, semble-t-il. Mais bon, par acquis de conscience, hein, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble visuellement, c'est pas magnifique. On a aussi une présentation de campagne pas forcément vraiment idéale, ça ressemble beaucoup à des campagnes de 2017-2018 avec très peu de visuels. Ici les pledges sont pas illustrés non plus, mais bon, en gros 40 $ le pledge du jeu d'origine, du jeu de base devrais-je plutôt dire, 80 pour 2 copies du jeu, hein, multiplié par 2 c'est logique. Après ça reste plutôt des pledges un petit peu mécénat ou des pledges groupés par exemple. Mais bon, on en sait assez peu finalement sur le jeu, c'est pas très joli. Bon voilà, a priori c'est pas trop pour nous. Pour l'Europe, on ne sait jamais si ça intéresse quelqu'un, 14 $ de frais de port pour l'Union Européenne. Pour le Liechtenstein, 24, ça monte un petit peu plus. La Suisse, 20. Nos amis canadiens, 19. Et nous qui sommes au Japon, 23. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Tiny Robot Love Doctors. J'ai pas passé vraiment trop de temps sur ce jeu coopératif de puzzle, on va dire, pour 1 à 4 joueurs, mais a priori, en l'état, ça devrait pas financer, j'ai l'impression. Ça va aller très vite également sur le prochain, All Terrain Off-Road Racing Exploration Board Game. Je sais pas si tout ça c'est le titre ou si c'est juste All Terrain, mais on va se contenter de dire All Terrain à partir de maintenant. Et vous le voyez, c'est pas un gros succès non plus. 33 contributeurs, pourtant l'objectif de financement est relativement faible, 5000 € seulement, et c'est pas encore financé pour autant. 2850 € à l'heure actuelle. Il reste 28 jours avant la fin de la campagne, ça peut se faire potentiellement, mais ça va faire un gros succès. Hein. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, mais potentiellement jusqu'à 8 si vous prenez l'extension, pour les joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 45 à 60 minutes. Sachez qu'il y a également un mode solo inclus. Alors bon, c'est un jeu avec des petites miniatures de 4x4 on dirait, hein, et vous allez tout simplement devoir tracer votre route à travers un chemin inexploré, une contrée inexplorée, et finalement ça présente pas si mal que ça visuellement, ça n'a pas l'air d'être terriblement original, mais ça n'a pas l'air d'être non plus particulièrement mauvais. Du coup, un jeu assez oubliable, j'ai l'impression. Je pense que d'ici 2 mois, tout le monde d'ailleurs l'aura oublié certainement. Et en tout cas, la campagne ne restera pas dans les mémoires comme ayant marqué Kickstarter de son emprise, parce qu'actuellement, avec 30 contributeurs, on va pas mener large, pour être tout à fait honnête. Mais bon, encore une fois, on se dit c'est pas spécialement plus vilain qu'un autre jeu. Pour ce qui est des niveaux de pledge, parce que je ne l'ai pas encore mentionné après tout, alors c'est ici que ça se passe, et les prix sont pas écrits, donc on va les voir directement ici. Alors, le premier, c'est donc le... ça doit être ici, ouais c'est ça. All Terrain Core Game, c'est le jeu de base, 55 $. Ouais, c'est quand même assez cher pour le matériel, mais bon, en même temps, il y a quelques miniatures par-ci par-là, donc ça peut se comprendre. Ensuite, 60 $ pour avoir bien la même chose, j'ai l'impression. Ah, parce que ça, c'était un early, d'accord, c'était donc le early bird, donc avec la petite réduction, mais le prix de base sera plutôt de l'ordre de 59 € apparemment. Ensuite, 70 $, donc 69 € pour avoir le pledge Overlander qui vient ajouter une extension intitulée Rising Tides and Grazing Beasts. Ensuite, la même chose mais sans le Early Bird. Et puis enfin, la version Deluxe à 93 € ou 95 $, ce qui vient inclure en fait tous les petites miniatures que vous voyez ici, donc pour l'essence, pour les obstacles également et pour les roues de rechange, j'imagine. Donc une petite deluxification du jeu, mais c'est vrai que pour l'instant ça ne vend pas spécialement du rêve, semble-t-il, puisque ça attire très peu de backers. Voilà, pour l'instant ils se prennent un peu une tarte au travers des gencives, mais bon, pourquoi hein, allez savoir, manque de communication peut-être, prix assez élevé pour un primo-éditeur, c'est un primo-éditeur. Bon, du coup, ça passe un petit peu inaperçu et ça peut se comprendre. Voilà pour All Terrain, ceci dit, il reste environ 1 mois pour vous pencher dessus. Que sais-je, après tout, d'ici quelques semaines, on sera peut-être dans le suivi du menu crowdfunding à 500 contributeurs, allez savoir. Mais j'y crois pas des masses, pour être honnête.
Petit détour cette semaine du côté de chez Ulule, ça faisait bien 2-3 semaines qu'on n'avait pas eu de nouveaux projets sur Ulule. Celui-ci s'intitule Trail Up, donc projet Ulule français mais avec un titre anglais. Ben oui, que voulez-vous, hein, la mondialisation est passée par là. Ça nous vient de Quentin Poignant, est-ce son premier projet d'ailleurs, allez savoir. Je suis toujours aussi mauvais pour ce qui est de trouver des informations sur Ulule, mais je crois que ça y est, j'ai compris le truc. Voilà, c'est ça. 2 projets créés pour Quentin Poignant, Trail Up, et avant ça, il y avait aussi... Non, c'était pas avant, c'est bientôt en ligne, donc ce n'est pas encore le cas, avec Bimi, l'avertisseur d'angle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas du tout un jeu, ça. L'avertisseur d'angle mort pour tous. Ok. Donc c'est pas encore sorti, mais c'est pas un jeu a priori, mais bon, ça pourrait vous intéresser, allez savoir. Quoi qu'il en soit, Trail Up, franchirez-vous la ligne d'arrivée en premier? Et ben ma foi, joli petit projet, 131 contributions d'ores et déjà à 42 jours de la fin de la campagne pour ce projet qui a été lancé le 31 juillet dernier, 6 000 € d'engrangés, et ma foi c'est pas plus mal. Alors j'ai dit tout à l'heure en me moquant un petit peu que Trail Up a un titre en anglais, mais ceci dit, vous le voyez, c'est fabriqué en France, et ça c'est plutôt à saluer, et en plus de ça, ce sera théoriquement livré avant Noël, donc 2 raisons de s'y intéresser. Alors pour le reste, comme vous en avez l'habitude sur la chaîne, en tout cas si vous suivez la chaîne depuis quelques mois déjà, quand on passe sur Ulule, généralement, je vous encourage tout simplement à aller consulter la page par vous-même, parce que évidemment c'est sur Ulule, tout est en français. Donc vous pouvez vous y intéresser par vous-même, tout est en français, il n'y a pas besoin vraiment de mon émission pour en savoir assez sur Trail Up. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez certainement compris via le titre notamment, mais Trail Up est un jeu de société où vous participez à une course à pied en montagne et vous devez franchir la ligne d'arrivée en premier. En gros, c'est donc un jeu de course dans lequel il vous faudra gérer vos efforts, les ravitaux, mais là je suis absolument nul à chier, ou pardon pour les gros mots, en termes de vocabulaire de trail, je sais pas, c'est pas du tout mon truc. L'optimisation de l'itinéraire sera aussi de la partie, mais également gérer les crampes et autres gênes que les joueurs peuvent s'infliger au cours d'une randonnée de ce niveau. Voilà, visuellement, c'est pas vilain pour être tout à fait honnête, c'est pas sublimissime, mais ça fait plutôt bien le job, je trouve. Après, allez savoir ce que ces points de couleur indiquent, j'avoue que moi-même je n'ai pas été chercher en détail les règles, je n'ai pas fouillé les règles plus que ça, mais en tout cas, le plateau présente plutôt bien, on voit ici différents emplacements de pioches, avec ici la défausse, la pioche, les découvertes, 3 emplacements de découverte d'ailleurs. On voit ici donc les couleurs avec la forêt, les plaines, les zones de neige, etc. Bref, ça peut être, j'imagine, un petit peu intéressant parce que peut-être que certaines zones ont des effets différents, vous ralentissant, vous permettant d'avancer un peu plus vite, etc. Quoi qu'il en soit, le jeu a l'air d'être plutôt joliment présenté pour un projet Ulule. Le projet Ulule, c'est généralement quand même beaucoup moins professionnel que ce que l'on peut voir sur GameFound Kickstarter, mais pour le coup, avec ce côté amateur qui est quand même relativement charmant, je trouve que ça fait plutôt bien le job pour être honnête. Voilà. À vous de voir si vous vous intéressez à la thématique, éventuellement à l'aspect un petit peu course, de randonnée de montagne, mais ça allait être assez sympa, et encore une fois je le rappelle, fabrication française qui plus est, c'est quand même à saluer. Pour les pledges, le pledge qui est mis en avant c'est celui-ci pour 30 € avec la boîte de Trail Up SAS Elite. Je sais pas ce que ça veut dire ça pour le coup, mais bon en gros c'est la boîte du jeu Trail Up. Ensuite on a un pledge à 15 € pour avoir le Golden Dossard. Un dossard au prénom de ton choix, d'accord? Une contrepartie spéciale Ulule avec apparemment un dossard à votre prénom dans le jeu. Je vois pas très bien l'intérêt, mais bon, c'est un pledge mécénat en gros. Ensuite, le pledge sac performance pour une boîte Trail Up à 33 €, donc un peu plus cher que le pledge que vous voyez ici, parce qu'en fait, tout simplement, le pledge SAS Elite était limité à 100 exemplaires, donc malheureusement, je pense que c'est déjà un peu râpé, puisqu'ils sont 131 sur le coup. A priori, non 60, ils sont 60 pour l'instant sur ce pledge là, donc vous pouvez encore mettre la main à la poche pour 30 €. Sinon une fois que ce sera terminé, vous pourrez mettre 33 € pour le second pledge qui revient finalement au même, hein, c'est la même chose, c'est la boîte du jeu, mais pour un petit peu plus cher parce que les 100 premiers seront déjà dépassés. Et d'ailleurs on voit qu'il y a un généreux contributeur avec ce pledge à 33 € plutôt que celui à 30 pour le même jeu. Voilà, c'est très généreux de sa part. Ensuite, Mass Start, donc c'est une fois que les 200 premières copies seront écoulées, on passera au prix normal, disons, qui sera celui certainement en boutique s'il voit un jour son chemin rencontrer celui des boutiques, c'est-à-dire 35 €.
Ensuite, ici, on a 2 boîtes du jeu pour 65 € et ainsi de suite. Le tout pour une livraison prévue pour décembre 2022. Donc une livraison relativement rapide a priori. Voilà pour Trail Up, le jeu de trail actuellement sur Ulule, et c'est plutôt un joli petit succès, toute proportion gardée bien évidemment. En comparaison avec les projets Kickstarter, c'est pas énorme, mais sur Ulule, après une semaine de campagne, c'est plutôt pas mal du tout. Donc voilà pour Trail Up, vous me direz ce que vous en pensez. On enchaîne maintenant avec les gros projets de la semaine, à commencer par Foundations of Rome et l'extension Roads of Fortune, qui accompagne donc la seconde impression du jeu, un jeu qui avait connu un très beau succès d'ailleurs lors de sa première campagne par Arcane Wonders, donc un projet qui vient d'une boîte d'édition américaine située à Indianapolis. Hop, s'abonner pour pouvoir suivre les prochains projets, c'est difficile à prononcer tout ça. Foundations of Rome avait fait 8117 contributeurs lors de sa première campagne, c'était environ 2 ans je pense, si je me souviens bien. On va aller voir tout de suite d'ailleurs, par curiosité. Alors, c'était 2020, février 2020, oui, ça fait 2 ans et demi déjà. Et c'est un jeu avec un matériel complètement fou, qui nous revient donc cette fois-ci avec une seconde impression et une nouvelle extension intitulée Roads of Fortune. Mais alors, Foundations of Rome, de quoi s'agit-il pour ceux qui ne connaîtraient pas? Eh bien, c'est un jeu de construction de ville avec des polyomino, sauf que les polyomino cette fois-ci sont remplacés par des miniatures, et ça va coûter une blinde parce que qu'est-ce que c'est joli! Oui, le matériel est complètement fou, la qualité de production est complètement folle, on a des plateaux double épaisseur bien entendu, on a des miniatures en voulez-vous, en voilà, et chacune de vos parties vous allez construire votre ville de Rome avec ici vos plateaux individuels et sur lesquels vous allez placer donc différents bâtiments en fait tout simplement pour construire votre ville, et à chaque partie ce sera différent bien évidemment. C'est un jeu qui se veut relativement accessible et familial, on peut apparemment y jouer à partir de 8 ans et plus si je me souviens bien, mais on peut aussi y ajouter des modules pour aller complexifier un petit peu l'expérience et les mélanger les uns avec les autres. Qui plus est, il y a un mode solo qui a été conçu par l'incontournable David Turczi, Monsieur Mode Solo, pour un solo qui s'intitule Gardens of Cirrus apparemment. C'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons pour lesquelles le jeu a fait un très beau succès lors de la première campagne, allez savoir. C'est toujours bien d'avoir un David Turczi parmi la liste des créateurs du jeu. Et donc pour l'instant ça se passe plutôt très bien à nouveau, 3721 contributeurs, donc la croissance du nombre de contributeurs est à peu près comparable à la vitesse d'un cheval au galop, voyez-vous, 305 000 € d'engrangés. Alors vous vous dites c'est beaucoup pour 3000 contributeurs, oui c'est beaucoup, mais parce que le jeu coûte une blinde, voilà. C'est aussi peut-être le point noir à nommer et à souligner dans cette campagne. Foundations of Rome, ça coûte cher, voilà. Prévenez votre banquier, parce qu'il va falloir faire un virement assez conséquent. En tout cas, si vous vous y intéressez. Alors, qu'y a-t-il dans la boîte? Eh bien, vous voyez, la boîte déjà est immense. Il y a donc des rangements en plastique, des plateaux double épaisseur ici, vos plateaux individuels, et ensuite toute une pelletée de miniatures, 120 miniatures de bâtiments. Ensuite, on a aussi des pièces de métal, on a des cartes, bien évidemment, on a des jetons dans tous les sens. Bref, c'est un jeu surproduit, très clairement. Les jeux de construction de ville, on en a déjà vu un paquet. Ils n'ont pas spécialement besoin d'être aussi bien produits. Mais celui-ci, c'est un jeu deluxe. Voilà, ça vise clairement un public qui veut s'offrir un jeu de construction de ville deluxifié. Donc voilà, on ne peut pas non plus s'en plaindre. On ne peut pas se dire c'est super cher. Si, c'est super cher, bien sûr. Mais vous le savez, quand vous vous orientez vers un jeu de ce type-là, c'est que vous voulez un jeu de construction de ville avec des miniatures et que ça déborde dans tous les sens. Voilà. Ça inclut également une extension pour un 5e joueur, ainsi que l'extension Monuments, et puis également différents modules qui sont inclus dans le jeu d'origine. Et donc la nouveauté, c'est cette extension Roads of Fortune, qui est toujours illustrée par Emerson Matsuuchi, donc le brésilien d'origine japonaise. Ça n'a aucun intérêt, mais je le souligne quand même. Et donc cette extension, elle vous permet d'aller ajouter encore plus de profondeur au gameplay, puisque dans cette extension, vous allez chercher à prendre le contrôle des frontières de la cité pour aller débloquer certaines nouvelles compétences uniques et extrêmement powerful en anglais, donc puissantes. Voilà, je trouvais plus mes mots, encore une fois. Et bien évidemment, ça vient avec tout le matériel supplémentaire qu'une extension offre, bien évidemment.
Alors ensuite, les niveaux de pledge, eh bien c'est relativement simple. Si vous n'avez pas encore le jeu, eh bien vous pouvez vous orienter vers le pledge empereur. Et là vous voyez, ouch, 200$ le pledge, ça coûte une blinde. Mais oui, mais bon, que voulez-vous, c'est un jeu hyper deluxifié. Pour ceux qui ont déjà le jeu d'origine, eh bien vous pouvez vous contenter de ce pledge Roads of Fortune pour 40$. Donc l'extension elle-même n'est pas spécialement très chère. Et donc elle vous offre l'extension Roads of Fortune, plus également un petit update kit pour les backers de la première campagne, avec quelques petits errata, ou erratum, comment c'était au pluriel déjà? Ça doit être errata au pluriel justement. J'ai un peu oublié le latin, ça fait longtemps. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi des add-ons avec un sac spécifiquement conçu pour le format un petit peu irrégulier, le format un petit peu atypique du jeu pour 60$, ça fait quand même assez cher. Ensuite, vous avez évidemment l'option Sundrop, avec cet ombrage porté sur les miniatures. Alors forcément, c'est beaucoup mieux avec, mais ça coûte quand même 50$ de plus pour bénéficier de ce lavis. Quelqu'un m'a appris en commentaire récemment la version française de ce mot, justement le wash. Ça s'appelle apparemment un lavis en français. Voilà, merci au commentateur qui l'a signalé récemment. Tout ça pour 50$ pour 140 miniatures, donc c'est quand même assez conséquent en termes de prix. Donc bon, soyez avertis. Mais c'est vrai que d'un autre côté, quand on voit la différence, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable avec. Et après, quand on prend un jeu deluxifié à ce niveau-là, bon, on n'est pas à 50$ près. Si, quand même. Mais bon, vous m'aurez compris. Ensuite, éventuellement un tapis de néoprène, ok. Les pièces de métal pour 19€ de plus. Ensuite, un token de premier joueur qui est en métal pour 5$ supplémentaires. Et puis ensuite, des petits tokens upgradés en plastique pour 5$. Ensuite, et même ma foi c'est à peu près tout, le gameplay j'en ai déjà mentionné un petit peu tout à l'heure, mais en gros vous allez construire votre ville et vous allez construire vos bâtiments que vous allez apposer sur les emplacements de votre plateau individuel et chaque bâtiment va vous apporter différents avantages. Certains vont vous rapporter plus d'argent vous permettant de construire plus de bâtiments encore, certains vous permettront de gagner plus de points et ainsi de suite. Il y a différents combos à aller mettre en place bien évidemment, et puis en plus de ça c'est un jeu qui possède pas mal de petits modules que vous pourrez intégrer indépendamment ou les uns avec les autres pour pouvoir enrichir et complexifier un petit peu le jeu. Par exemple, vous avez ici le Will of the Council qui vous permettra de travailler en coopération face à un adversaire contrôlé, j'imagine, par l'intelligence artificielle ou ce qui s'y apparente un petit peu. Ensuite, vous avez ici le Trading and Stealing qui vous permettra de négocier ou d'intimider pour aller, d'aller manigancer, on va dire, pour gagner des territoires plus larges. Ensuite, vous avez également des rôles de joueurs que vous pourrez tirer en début de partie qui vous permettront de démarrer avec un petit pouvoir asymétrique, on va dire. Donc lancer la partie de manière un petit peu asymétrique pour ajouter un petit peu de piment, un petit peu de sel au jeu. Aussi, vous avez des cartes d'objectifs qui ne seront pas non plus une nécessité, mais avec lesquelles vous pourrez jouer pour aller, là encore, enrichir un petit peu le gameplay. Et puis apparemment des cartes d'invocation, alors c'est pas des invocations non plus façon Final Fantasy, on va pas déconner, mais ça vous permettra d'aller utiliser des compétences particulièrement puissantes, mais sans lesquelles vous pouvez aussi jouer tout à fait. Donc voilà, vous pouvez aussi tout à fait mélanger toutes ces extensions pour enrichir et complexifier encore plus le jeu, bien évidemment. Vous pouvez d'ores et déjà tester le jeu sur Tabletop Simulator, certainement uniquement en anglais j'imagine, mais le jeu lui-même est disponible en français, c'est bon à savoir. Ma foi, c'est à peu près tout. On va pouvoir passer directement au shipping qui se trouve ici. Pour le Canada, 40, 30, 55 en fonction du niveau de pledge. 40 pour le jeu de base, 30 pour l'extension, 55 pour les deux. Ensuite, pour l'Union Européenne, 70, 35, 90, ça pique, mais au moins la TVA est déjà incluse. Et ça, c'est quand même un plus à souligner. Et ça explique pourquoi les frais de port sont aussi conséquents. Ensuite pour nous, à tout hasard, on regarde quand même malgré tout 40, 25, 55, finalement c'est peut-être plus intéressant pour nous pour une fois que pour vous qui êtes en Europe, c'est assez rare pour être souligné. Et ma foi, c'est à peu près tout, on peut apparemment escompter une livraison pour juin 2023. Après vous connaissez la chanson, hein, on ajoute un D6 pour imaginer le potentiel retard que ça pourrait avoir. Voilà pour ce qui est de Foundations of Rome et cette extension Roads of Fortune. 3700 contributeurs à l'heure actuelle, plus de 300 000 € d'engrangés, et il reste un peu plus de 2 semaines pour se pencher sur son sujet. Un bien beau projet pour un jeu qui plus est relativement accessible, un jeu porte d'entrée on pourrait dire dans le monde du jeu de société, qui bénéficie en plus de ce wow effect. Quand on voit ça sur une table, ça donne envie de jouer, en tout cas j'aimerais bien mettre la main dessus, mais c'est vrai que ça coûte quand même un rein.
plus un poumon et un gros orteil, donc a priori je vais quand même faire l'impasse. Mais c'est vrai que ce serait un très très beau cadeau pour quelqu'un qui regarderait la chaîne et qui voudrait me l'offrir. Voilà pour Foundations of Rome. Et on termine cette semaine par ATMA ou Atma, je ne sais pas comment je suis censé le lire, le jeu qui a recueilli le plus de voix cette semaine dans le sondage de la semaine, à ma grande surprise pour être tout à fait honnête. Alors c'est la saison 2, peut-être que ceux d'entre vous ayant voté pour ce projet avaient backé la saison 1, j'imagine, ou alors simplement ils étaient intrigués par la proposition du jeu, ce que je peux comprendre pour le coup, puisqu'il s'agit d'un RPG qui se joue environ en 2 heures, mais un RPG avec des cartes, avec un format plus proche de ce que l'on peut voir généralement dans les jeux de société, avec un vrai matériel, et du coup c'est vrai que pour ceux qui ont du mal à se mettre au jeu de rôle, avoir cet aspect, cette présentation physique avec vraiment une boîte, des cartes, etc., ça peut simplifier un peu le processus. En tout cas, moi je sais qu'un RPG avec seulement ma feuille de personnage et ensuite rien, j'ai un peu de mal à rentrer. Je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'avoir du matos pour s'immerger dans l'univers du jeu. Quoi qu'il en soit, la première saison de Atma était... Donc ici, elle fait 1000 contributeurs. Alors ça date de quand? Ça juste par curiosité. C'était... Alors... Attendez une seconde. C'était en 2020. D'accord, ça fait presque 2 ans tout pile qu'avait eu lieu la campagne pour la première saison de Atma, qui avait atteint près de 1000 contributeurs donc à l'époque, 977. Et donc cette nouvelle campagne qui s'est lancée cette semaine et pour laquelle on est actuellement à 350 contributeurs à 17 jours de la fin de la campagne. 350 contributeurs, c'est pas mal, mais ceci dit, je pense qu'on n'est pas spécialement parti pour battre la première saison du jeu, ou alors pas de beaucoup, visiblement. Alors, après, vous connaissez ce que j'en dis généralement dans ce genre de situation. Quand une extension ou une seconde saison d'un jeu fait moins bien, ou en tout cas pas mieux que la première, c'est pas forcément extrêmement bon signe. Mais bon, il reste 2 semaines et demie, ça pourrait quand même aller chercher le même score ou un petit peu plus, à voir, mais en tout cas ça attire pas les foules. Alors Atma, eh bien c'est un jeu de RPG, vous allez donc partir avec votre personnage que vous allez faire grandir, que vous allez améliorer au fur et à mesure de la partie, et vous aurez donc plein de quêtes, plein de lieux à aller explorer, mais cette fois-ci, le tout avec du vrai matos, avec des cartes d'histoire, des cartes de scènes particulières, des cartes de twist, des changements scénaristiques un peu soudains, on va dire, et des cartes de prop, mais alors là, ça, par contre, je sais pas très bien à quoi ça fait référence, certainement à des accessoires, j'imagine. Alors ensuite, qu'y a-t-il donc dans cette fameuse saison 2? Alors d'abord, sachez, parce que je ne l'ai pas encore précisé ceci, que vous pouvez mélanger la saison 1 et la saison 2 pour enrichir encore plus l'univers de la saison 1. Mais vous pouvez aussi tout à fait jouer à la saison 2 sans avoir la saison 1 en format donc stand-alone comme on dit en anglais. Donc il sera indépendant, c'est un jeu qui peut marcher sur ses propres jambes. Mais alors qu'y a-t-il de nouveau dans cette saison 2? Eh bien c'est ce qui est listé ici. Et apparemment, on aura certaines cartes qui auront été un petit peu revues, repensées. Alors, ce ne seront pas les mêmes que la saison 1, donc le choix du démo est un petit peu maladroit, dirais-je. Mais ils ont conçu des cartes un petit peu plus surprenantes, un petit peu plus puissantes, un petit peu plus hétéroclites que lors de la première saison. Par exemple, ici, ils ont conçu un personnage immortel, par exemple, qui n'aura que 1 point de vie. Mais qui sera bloqué en fait dans une sorte de spirale temporelle, ce qu'on ne voyait pas apparemment dans la saison 1. Ils ont aussi ajouté des outils qui étaient indisponibles, qui n'étaient pas présents, qui n'étaient pas existants lors de la première saison. Ensuite, on a également des cartes promo, donc des cartes promotionnelles, mais bon là c'est encore autre chose, mais ça inclut notamment un nouveau personnage jouable que vous n'avez encore jamais vu jusqu'à présent et qui sera certainement exclusif à la campagne Kickstarter, j'ai l'impression. Ensuite, vous aurez aussi toujours accès aux créateurs de cartes sur internet, donc sur leur site officiel, pour pouvoir éventuellement créer vos propres cartes, vos propres personnages et ainsi de suite. Ensuite, on passe sur les différents commentaires dithyrambiques propres à chaque campagne Kickstarter, bien évidemment. Donc, dans la boîte de Atma, on aura d'entrée de jeu 2 dés qui seront fournis, 15 tokens, le livret de règles bien évidemment, 12 cartes de personnages, qui seront chacun accompagnés par 8 cartes,
Et puis ensuite 4 stages, comme on dit en anglais, mais donc 4 cartes de lieux, on va dire, de monde à explorer, qui seront pour chacun composés de 51 cartes. Ensuite, comment ça se joue? Eh bien, il y aura bien entendu un Game Master, donc un, comment dirais-je, un maître de jeu en français. Vous voyez que je suis très très peu connaisseur en termes de jeu de rôle. J'en suis à oublier le propre terme de maître de jeu, ce qui n'est pourtant pas le terme le plus compliqué à mémoriser ou même à traduire d'ailleurs. Et donc ce maître de jeu, eh bien, il va choisir l'un des 4 ou 5 mondes disponibles et il va en faire 6 decks avec donc des backdrops, des stories, des scenes, des extras, des props et des twists. Donc tous les types de cartes que j'ai mentionnés tout à l'heure, donc des scènes, des arcs narratifs, des cartes d'extra, des cartes d'accessoires et ainsi de suite. Le tout pour aller créer un monde cohérent propre à ce scénario. Donc vraiment une tâche qui incombe au maître du jeu, et du coup à mon avis c'est certainement un des rôles les plus fun dans un jeu de rôle finalement, celui d'incarner le maître du jeu, mais qui n'est pas partie prenante de l'expérience du jeu véritablement. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est assez maladroit, c'est maladroitement formulé en tout cas, mais il ne fait pas partie des personnages du jeu, mais ça doit être un des rôles les plus sympas en fait, en réalité, j'ai l'impression. En tout cas c'est certainement celui que j'aurais le plus de plaisir à faire peut-être. Mais je sais pas si je serais bon pour ça, ceci dit. Ensuite, eh bien, les joueurs vont simplement utiliser certains tokens, certaines cartes pour pouvoir évoluer dans le jeu, enrichir leur personnage, le faire évoluer bien évidemment. Chaque joueur partira d'ailleurs avec 8 cartes et va en poser 4 devant lui, donc le personnage lui-même, 2 cartes de mouvement et une carte de super move, donc une carte de, comment dirais-je, d'action spéciale propre à ce personnage, quoi, en gros, avec bien sûr de la symétrie, parce que chacun des personnages, j'imagine, aura des compétences un petit peu particulière. Vous aurez aussi du lore, bien évidemment, chaque personnage aura sa propre histoire, son propre background, qui vous permettront d'entrer un peu plus dans le jeu avec cette immersion un peu plus présente via justement cette narration au dos des cartes. Et pour le reste, c'est relativement simple, c'est un jeu de rôle, vous allez donc évoluer, faire des choix narratifs et jeter des dés pour décider du sort de telle ou telle action, de la réussite ou de l'échec de telle ou telle action. Voilà, c'est relativement classique, mais au moins il y a un matériel, ça vous permet de vous immerger un petit peu plus facilement, et en plus de ça, vous avez aussi l'accès donc aux créateurs de cartes sur leur site internet pour pouvoir enrichir vous-même votre univers de jeu en créant, en les imprimant ensuite, en les plastifiant éventuellement pour essayer de conserver une qualité de production relativement similaire à celle de la boîte en version format physique que vous recevrez, mais ça peut permettre d'enrichir assez largement le jeu. Les pledge levels, on a un pledge à 1$, mais c'est juste pour avoir accès au pledge manager. Ensuite, on a le pledge de base à 40$ pour donc simplement aller backer la saison 2. Donc 4 stages, donc 4 lieux, 4 univers à l'explorer, 12 personnages, les dés, les tokens et tous les stretch goals qui seront débloqués. Et ensuite, pour 80$, donc le double, eh bien, on pourra aussi ajouter à cela Interlude 1, Acte 1 et Acte 2, ce qui vous permettra d'aller chercher au total 8 stages, donc 8 lieux, 8 univers plutôt que 4, et 24 personnages au lieu de 12. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est la saison 1, ceci dit. Là-dessus, je ne saurais pas vous dire, mais je pense que c'est la saison 1, ceci dit, parce que là, on a Include Act 2, donc je pense que c'est la boîte de la saison 2, et ici c'est Act 1 plus Interlude 1, donc je pense que c'est la saison 1 qui vient s'ajouter par-dessus, ce qui serait assez logique, ceci dit. Les shipping, alors le shipping pour le Canada, 22$, pour l'Union Européenne, également 22$, quel que soit le pledge que vous choisissez. Pour la Suisse, 33$. Pour le reste du monde, non, pour le reste de l'Asie, pardon, parce que nous on est au Japon, 24 ou 39 en fonction du niveau de pledge. Ceci dit, je ne l'ai pas encore précisé, mais vous l'aurez peut-être compris via l'absence du logo habituel, eh bien le projet n'est pour l'instant en tout cas pas disponible en version francophone, ce qui pour un jeu de rôle est quand même assez handicapant, à moins d'être particulièrement à l'aise avec la langue de Shakespeare. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Atma, et c'est également à peu près tout pour cette semaine de menu crowdfunding. Voilà, du coup, je vais pouvoir m'arrêter là. Vous voyez que je suis très en mode décontracté, en t-shirt, c'est toujours les vacances, je suis à peine coiffé, mais on s'en fout un petit peu, ma foi. Et du coup, j'en ai fini pour aujourd'hui. On va continuer les sessions de test de Atlas Lost, pardon, que j'ai mentionné la semaine dernière, dont on va faire une review et une expli partie pour l'arrivée de la campagne sur Kickstarter d'ici 3 semaines maintenant, c'est ça.
donc le nouveau jeu japonais donc, de Totsuka Chuo, l'auteur de Aqua Garden ou de Hostia, dans un univers complètement différent et relativement charmant, avec une très belle direction artistique, très belle qualité de production de matériel également. J'ai hâte de pouvoir vous en parler, mais d'abord il faut qu'on accumule encore 3, 4, 5 parties avec des configurations de joueurs un petit peu différentes pour pouvoir vous en parler de manière un petit peu plus légitime et approfondie. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve très prochainement de toute façon pour le suivi du menu crowdfunding. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien pendant ces vacances, et à la prochaine.